Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver ici à l'Hôtel de Ville de Sceaux et bienvenue à celles et ceux qui nous suivent en visioconférence. Donc vous êtes nombreux ce matin, donc nous nous en réjouissons. Ce sont les 12e entretiens de Sceaux. Maintenant ça fait vraiment un passé important. Donc 6 ans d'entretien de Sceaux. Pour réfléchir ensemble aux liens, aux collaborations, aux partenariats entre les universités et les territoires et les collectivités territoriales. On fera la présentation des intervenants après, mais nous avons le plaisir d'avoir reçu un message du ministre en charge de l'enseignement supérieur, que nous allons, si vous le voulez bien, écouter tout de suite avant d'entamer donc nos entretiens de Sceaux sur un sujet qui vous sera dévoilé dans un instant. Monsieur le maire de Sceaux, cher Philippe Laurent, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous êtes réunis aujourd'hui pour l'édition 2025 des entretiens de Sceaux. C'est sans doute que vous partagez la même conviction que moi. L'université et les territoires doivent marcher main dans la main. C'est une ligne de force de mon action. Pour remplir leur mission, l'enseignement supérieur et la recherche doivent être ancrés dans les territoires. C'est une attente forte à la fois des collectivités territoriales, du système universitaire et, je le crois, des étudiants et de leurs familles. L'articulation, elle se joue à de nombreux niveaux. Les territoires d'implantation des établissements sont à la fois souvent le lieu d'origine de nos étudiants et le bassin de recrutement naturel à l'issue de leurs études. C'est aussi un lien qui vaut pour la recherche. Notre recherche n'est pas éthérée, c'est une réalité humaine d'hommes, de femmes inscrits dans leur territoire de travail. La recherche, ce sont des laboratoires en lien avec les collectivités, avec les entreprises locales. Ce sont des terrains d'enquête en histoire, en sociologie, en anthropologie, en géographie, eux aussi ancrés dans la réalité des territoires. Le lien est aussi financier, car les collectivités sont un financeur, ils financent de manière significative l'enseignement supérieur en France. Ces liens sont nombreux, mais ils ne sont pas toujours visibles dans cette organisation. Les entretiens de Sceaux sont une belle manière de mettre en avant les relations qui existent aujourd'hui entre universités et collectivités, et en même temps les pistes qui existent pour les approfondir et les structurer. Aller plus loin, cela veut dire prendre acte de la déconcentration de la décision et de l'action publique dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est la direction que je souhaite prendre, par exemple dans le traitement local, des situations locales avec une responsabilité accrue des recteurs, ou encore en ce qui concerne le logement étudiant, un sujet majeur sur lequel je travaille en lien étroit avec les recteurs, mais aussi les préfets de région. Plusieurs outils doivent nous permettre d'aller plus loin. Je pense en particulier aux contrats d'objectifs, de moyens et de performance, les COMP, signés par les établissements. Nous allons vers des contrats simplifiés, mais aussi plus ambitieux, qui permettent de prendre en compte la totalité de la stratégie des établissements. La totalité de la stratégie est donc, du côté des moyens, la totalité des subventions et des ressources propres des établissements. C'est un changement de paradigme assez profond et c'est un changement, je crois, bienvenu. Dans ce nouveau modèle, les parties prenantes seront associées plus étroitement. Et cela veut dire en particulier que les collectivités qui le souhaitent pourront participer à ce dialogue annuel. Un élément central de ces nouveaux contrats, c'est que la discussion ne sera plus centralisée, parisienne, comme elle l'est aujourd'hui. Elle aura lieu entre les établissements et les recteurs de régions académiques, représentants de l'État au plus près des territoires. Ces nouveaux contrats ne sont pas seulement un projet, c'est déjà une réalité. 10 universités des régions Sud et Nouvelle-Aquitaine ont été les premières à s'y engager. Les autres territoires suivront jusqu'aux Hauts-de-Seine. Mesdames et messieurs, dans les années qui viennent, les perspectives de rapprochement entre enseignement supérieur et territoire sont nombreuses. Elles sont stimulantes. Que cette nouvelle édition des entretiens de Sceaux soit un jalon positif dans ce mouvement bienvenu. Bonne discussion à toutes et à tous.
Voilà, on peut applaudir le ministre, même s'il n'entendra pas. Merci à vous. En tout cas, c'est aussi une reconnaissance pour nous et pour celles et ceux qui ont lancé donc, ces entretiens de Sceaux. Donc, en dehors évidemment de la ville de Sceaux, je veux remercier la conférence de projet de la vallée scientifique de la Bièvre avec Dominique Giry et François Loscheider, et puis l'Association des villes universitaires de France, dont j'ai l'honneur d'être le premier vice-président, avec François Riot, qui nous ont assuré à chaque édition des entretiens de Sceaux à la fois leur soutien, leur présence et puis leur capacité d'organisation. Donc merci en tout cas à vous tous pour cette réussite, et puis nous sommes donc heureux de cette labellisation, on va parler de labellisation ministérielle, hein, c'est pas mal, hein, labellisation ministérielle des entretiens de Sceaux. Alors, chers amis, pour cette 12e édition, donc nous avons choisi de parler précisément d'un outil qui va dans le sens de ce que vient de dire le ministre, qui est la Société publique locale universitaire, la SPLU, qui est une création récente, on va en parler dans un instant, une création récente de la loi dite 3DS, qui a été, vous le savez, votée en 2022. Pour en parler, donc, je suis heureux d'accueillir Antoine Latreille, et je veux en profiter pour le remercier de sa fidélité à Sceaux. D'abord à Sceaux, parce qu'il a été doyen pendant 6 ans de faculté Jean Monnet, et nous avons d'ailleurs très très bien collaboré ensemble pendant la durée de votre, comment dit-on déjà, votre mandat. Mandat, c'est bien, voilà. Décanat, voilà, comme on le fait d'ailleurs avec vos successeurs. Donc les relations entre la ville et la faculté et plus largement l'université sont toujours excellentes, et vous êtes ici comme précisément vice-président en charge du patrimoine de l'université Paris-Saclay. Accueillir Richard Curnier, donc, qui est le directeur régional Île-de-France de la Banque des Territoires. Donc Richard Curnier est quelqu'un qui est extrêmement présent sur tout. Il est partout, Richard Curnier. C'est d'ailleurs, ça nous donne l'occasion de nous voir souvent, cher Richard, mais en tout cas extrêmement engagé dans le développement des territoires et dans l'accompagnement et le soutien qu'apporte la Banque des Territoires à l'ensemble de nos territoires de l'Île-de-France et plus particulièrement de la métropole. Et puis Benjamin Galep. Voilà, Benjamin Galep, qui est donc le directeur général de la Fédération des entreprises publiques locales. Il dira peut-être un petit mot sur la fédération, Benjamin. Ça m'évitera de le faire, puisqu'il se trouve que j'ai aussi le plaisir et l'honneur d'être encore pour quelque temps présidente de cette fédération des EPL nationale. Voilà. Alors je passe tout de suite. Donc merci à vous d'avoir accepté d'être présent. Et puis nous avons donc nos amis et nos collègues donc habituels qui sont présents ici et qui sont aussi présents pour beaucoup en visio. Je vous laisse la parole, François, ou à ce François-là. C'est ce François-là. Alors voilà, François. Bonne réunion à toutes et à tous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, plus que d'un instrument juridique et financier, nous allons parler plutôt du projet de concevoir de véritables quartiers hybrides sur les campus universitaires français. Aujourd'hui, les collectivités locales ne considèrent plus les campus comme des enclaves de l'État sur leur territoire, aux frontières desquelles leurs compétences et leurs intentions d'aménageurs s'arrêteraient. De leur côté, les universités ne considèrent plus leur patrimoine, bâti ou non bâti, comme exclusivement réservé aux activités strictement académiques, excluant de facto des services utiles à leur communauté ou en synergie avec leur environnement. Enfin, l'État, qui a joué le rôle essentiel dans l'émergence des campus universitaires, plus particulièrement dans la seconde partie du XXe siècle, et un rôle également déterminant pour la modernisation de 12 d'entre eux, c'était l'opération Campus lancée en 2008, n'est plus vraiment dans la logique d'investir des milliards d'euros qu'il faudrait pour les transformer, les adapter au regard des enjeux climatiques, des attentes de ceux qui y travaillent, de l'hybridité de plus en plus souhaitée entre les études, la recherche, l'expérience étudiante,
l'entrepreneuriat étudiant, le transfert, la valorisation de la recherche, la diffusion de la culture scientifique et technique. C'est tout ça aujourd'hui l'université, c'est tout ça sur les campus, mais de manière un peu cloisonnée. Et aujourd'hui, il s'agit de l'ouvrir. Donc si l'État n'est plus aussi présent, ne sera plus autant présent, malgré la capacité d'intervention et le fait que ça reste, l'enseignement supérieur et la recherche reste une compétence d'État, on voit bien qu'on est dans un moment où la main est laissée aux acteurs territoriaux. C'est ce que vient de nous dire exactement le ministre en charge de l'enseignement supérieur. Ce sont donc aux premiers acteurs, les collectivités locales et les universités, de s'entendre pour inventer des projets à la fois transformants et intégrateur des campus à la ville. C'était d'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un petit peu la promesse de l'opération campus. Le maire de Toulouse à l'époque disait qu'il voulait faire rentrer la ville dans le campus et le campus dans la ville. En fait, on en est loin. On en est loin car à de rares exceptions près, on n'a pas vu de collaboration poussée entre universités et collectifs sur des objectifs véritablement communs. Il y a eu de l'entraide, mais pas véritablement de projets communs. C'était en partie à défaut de disposer d'un véhicule juridique adapté, partagé, conçu pour aménager du foncier universitaire avec une logique économique. Et c'est dans cet objectif-là que la Fédération des EPL, une partie de cette gouvernance, avec France Université, ça s'appelait la CPU je crois, avec la Banque des Territoires, on parlait encore que de Caisse des dépôts, je crois qu'à ce moment-là, c'était le moment où allait émerger la Banque des Territoires, et puis évidemment le soutien bienveillant des associations du bloc local, un amendement dans la loi qu'a rappelé Philippe Laurent, la loi du 21 février relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action sociale, l'action publique. C'est la raison pour laquelle on l'appelle loi 3DS. Donc permettant aux universités de créer conjointement avec les collectivités locales des sociétés dédiées à la gestion, la construction et la valorisation du patrimoine universitaire. Alors dans ces sociétés, on peut aussi avoir les CROUS. Et je pense des partenaires privés, mais ça peut-être nos intervenants le préciseront tout à l'heure. Alors c'est dans le code de l'éducation qu'a été introduite cette possibilité et non pas dans le code général des collectivités locales comme nous l'avions souhaité initialement. Donc avec une majorité dans le capital qui est donnée aux universités et une participation des collectivités qui est capée à 35%. Donc on a une incertitude sur ces filiales d'ODAC. Les universités sont des organismes divers de l'administration centrale qui n'ont pas toutes les possibilités, notamment de pouvoir lever l'emprunt. Donc incertitude sur la possibilité pour ces sociétés de pouvoir financer leurs projets par emprunt bancaire. Et de plus, dans un contexte où la plus grande partie des universités ne sont pas propriétaires de leur patrimoine. Elles sont simplement affectataires, puisque la dévolution qui avait été voulue par la LRU, la loi de Valérie Pécresse de 2007 ou 2008, je ne sais plus exactement quelle année, n'a concerné jusqu'à présent qu'une dizaine d'universités. On parle toujours de l'intention de développer cette dévolution du patrimoine, mais je crois qu'on a beaucoup d'universités qui ne le souhaitent pas ou qui se retrouvent dans une situation où ce serait beaucoup trop coûteux pour elles. A priori, nous dit-on, en tout cas dans les services du ministère de l'Enseignement supérieur, le fait qu'elle ne soit simplement qu'affectataire ne serait pas un obstacle au fait qu'elle s'intègre dans des SPLU ou SULI. Je prononce le deuxième acronyme qui est utilisé pour qualifier cet outil juridique, mais ce ne serait pas un obstacle. Mais 3 ans plus tard, force est bien de constater que l'outil n'a pas été utilisé. Et que ces filiales universitaires de droit privé en cours de constitution, il y en aurait 2 en ce moment, en Bretagne et à Bordeaux, vont se faire sans les collectivités locales. Donc on est très loin de l'objectif initial. Donc pour tenter de comprendre et de dessiner des perspectives plus favorables, pour relancer en fait la dynamique qui était envisagée avec la création de cet outil, nous avons donc les 3 invités présentés par Philippe Laurent et je vais laisser François Lescheider lancer le débat. Merci François pour ces rappels qui disent bien un peu l'enjeu de la réunion ce matin. C'est un outil nouveau, un outil un peu atypique, qui s'inscrit dans un schéma de relation avec les universités, avec l'État, avec les collectivités qui n'est pas simple, pas évident. Donc l'objectif ce matin, ça va être d'essayer de le comprendre, de mieux l'appréhender et de voir comment s'en saisir. Donc Benjamin Galep va engager du coup nos discussions. Philippe Laurent vous a invité à présenter la Fédération des EPL et ce sera aussi l'occasion peut-être de rappeler que les EPL sont déjà aujourd'hui auprès des établissements universitaires opérateurs de projets sur les campus. Donc c'est un point d'appui, un point de départ. Et à partir de ce point d'appui, ce point de départ, que voudrait dire d'aller vers ces SPLU et pourquoi on y va
pas, pourquoi on pourrait y aller. Voilà, à vous. Merci beaucoup, merci François, merci à tous et pour cette invitation à présenter en effet la gamme et l'intervention des entreprises publiques locales. Alors rapidement, hein, la Fédération des élus des entreprises publiques locales, qui aura bientôt 70 ans, regroupe l'ensemble et représente l'ensemble de ces SEM, de ces SPL et de ces CEMOP, qui aujourd'hui sont, et depuis longtemps, les bras armés des collectivités locales, pour intervenir d'une manière assez singulière, c'est-à-dire sous forme de sociétés anonymes, dont les collectivités locales sont partiellement ou totalement actionnaires, et pour leur permettre de développer leurs projets. Donc ce sont à la fois des outils de coopération territoriale, des objets concrets de coopération par les projets, sont à la fois des outils de mutualisation de compétences, d'expertise, sont des assembleurs qui savent faire à la fois de l'aménagement, du logement, du transport public, des réseaux d'énergie, de la production d'énergie, mais aussi de plus en plus qui interviennent à la fois sur le tourisme et l'attractivité territoriale et sur les sujets, sur les services de proximité, hein, dans le domaine notamment de l'action sociale et de la santé. Donc ces outils-là sont protéiformes et servent justement à s'adapter aux besoins des collectivités. Donc des outils de mutualisation, mais aussi des outils de financement, c'est-à-dire qui permettent de lever des financements, de contribuer fortement à de l'investissement, ce qui pour les collectivités et pour les universités, puisque c'est le sujet qui nous concerne aujourd'hui, est de moins en moins évident. Et donc ces EPL, via leur statut de société anonyme, via leur mode de fonctionnement, permettent de lever cette dette, de faire d'investir, et de démultiplier les investissements avec l'ensemble des partenaires financiers et bancaires, et parmi d'autres avantages, de déconsolider cette dette de la dette publique. Voilà, donc c'est aussi pour cela que on a aujourd'hui près de 1450 EPL en France. Avec les filiales de SEM, on arrive quasiment à 2000 structures. Et on est encore loin de ce qui existe dans d'autres pays européens. En Allemagne, on a plus de 8000 EPL qui interviennent pour l'ensemble des niveaux de collectivité. En Autriche et en Italie, c'est plus de 4000. Dans les pays scandinaves, c'est pratiquement autant qu'en France pour des pays dont la population est bien plus modeste. Donc on voit bien qu'il y a à la fois des modèles à suivre en Europe et des potentialités de développement très importantes en France. Alors en effet, ces EPL, et souvent ce sont des SEM, interviennent déjà en collaboration avec les universités. Elles le font souvent via des opérations propres, et donc en répondant à des appels d'offres, hein, j'allais dire comme tout le monde. Donc elles ont déjà cette expertise, hein, cette capacité à intervenir sur de la construction, de la rénovation, de résidences universitaires, sur l'évolution des campus et sur l'accompagnement de la croissance des résidences des universités en général. Évidemment, cette coopération-là, elle ne couvre pas l'ensemble des problématiques que vous avez très bien évoquées, c'est-à-dire que il y a encore 20 ans, 30 ans, les campus qui étaient aux marges des agglomérations se sont fait rattraper par l'urbanisation et se pose aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, la question de la manière dont on les relie à la ville. Comment on ouvre les campus, comment on permet à la ville d'entrer et de traverser ces campus. Alors c'est les réseaux évidemment routiers, c'est les réseaux d'énergie, des réseaux de chaleur, c'est la capacité de mutualiser là encore un certain nombre de services qui est en jeu. Des services qui peuvent être évidemment du logement étudiant, du logement pour les salariés, qui peuvent être de la valorisation du patrimoine, qui peuvent être évidemment de la rénovation énergétique et du développement de ce même patrimoine, voilà, qui peuvent également être de la mise en commun d'autres services tels que, alors on l'imagine aussi sur d'autres établissements comme les hôpitaux à l'avenir. Et là, on peut aussi imaginer de la mutualisation, par exemple, sur de l'accueil de petite enfance, sur de la blanchisserie, etc. Donc il y a beaucoup de sujets sur lesquels il y a un potentiel de développement et de coopération qui va bien au-delà des problématiques purement immobilières. En réalité, construire du logement étudiant, on n'a pas besoin de la SPL universitaire ou de la SULI pour le faire, si ce n'est pour des questions de financement, évidemment. Là où ça commence à coincer, c'est quand
on s'aperçoit que ça coûte de l'argent et que ça en rapporte pas beaucoup, puisque par définition, le logement étudiant, c'est pas de la promotion. Et donc, si on veut développer, et c'était le sens du soutien de la FEDEPL à cet amendement, à cette évolution via la loi 3DS, c'était pour aussi ouvrir cette coopération sur un ensemble de champs qui aujourd'hui nous semble utile, parce que faire de la coopération entre les opérateurs de l'État via les universités, c'est déjà possible. C'est-à-dire que l'État, les Crous, les universités, c'est important évidemment qu'ils puissent avoir les moyens de leur développement. Et le faire sans les collectivités, il nous semble que ça correspond moins à cette ambition de projet de territoire partagé, et qui permettrait là aussi de multiplier les coopérations et les mutualisations. Alors ces SPL universitaires, qu'est-ce qu'elles apporteraient de plus? Et aujourd'hui, effectivement, s'il y a quelques projets de réflexion qui ne sont pas aboutis, ça veut dire qu'il y a besoin de pédagogie, il y a besoin de convaincre, d'expliquer en quoi ça pourrait apporter quelque chose qui n'existait pas auparavant. Ça permet d'abord d'avoir une gouvernance partagée, c'est-à-dire autour de la table, via un actionnariat réparti entre les collectivités ou l'État en direct, les collectivités locales et les universités, avec pourquoi pas des partenaires effectivement financiers, avec la Banque des Territoires, c'est permettre d'avoir un projet qui est commun et une gouvernance là aussi partagée. On sait que les collectivités, effectivement, leur participation est capée à 35% et que les universités ont au moins 35%. Donc ça, c'est les deux bornes légales. Pour le reste, la loi a laissé en réalité beaucoup de champs et d'interprétations et de possibilités. Donc c'est dans ces possibles-là qu'il faut ensuite trouver localement, et avec des montages qui ne seront peut-être pas exactement les mêmes d'une université à l'autre, de trouver la bonne formule en quelque sorte. Voilà. Donc gouvernance partagée, mutualisation des compétences et de l'expertise. On sait que les universités toutes seules ou les collectivités toutes seules et même l'État plus difficilement pourraient se doter de services à la fois experts en urbanisme, en construction, en rénovation énergétique, en développement, tout un tas de services qui correspondent aujourd'hui aux besoins des universités et des étudiants, mais qu'en créant des outils dédiés, il serait sans doute plus facile évidemment d'attirer ces compétences techniques. Et puis, on a évidemment le sujet, je le disais tout à l'heure, du financement et de l'investissement. Quand vous créez un véhicule privé qui peut lever de la dette et investir, et de manière mutualisée et sous le contrôle, évidemment, de ses actionnaires, vous avez une forme de réponse qui me semble assez puissante, assez efficace. Et donc, c'est là-dessus, je pense, qu'il faut mettre l'accent et qu'il faut présenter ces SPLU comme des outils, là encore, des potentiels de développement sur des sujets dont la réflexion est en cours. Voilà, donc bien mesurer en effet le potentiel qu'elles peuvent apporter sur ces différents aspects, expertise, gouvernance, financement, et faire en sorte qu'il puisse y avoir, on ne passe pas à côté en quelque sorte de ces opportunités-là. Alors la participation des collectivités, elle peut être directe, évidemment, au sein de ces SPLU. Elle peut être aussi via des SEM qui disposent déjà de ces compétences, puisqu'on a un certain nombre de SEM dont le métier est déjà de développer, de faire du logement, de conduire ou de coordonner des projets d'aménagement, de développer des énergies renouvelables, de faire de la rénovation énergétique. Pourquoi pas les faire entrer aussi au capital en tant qu'investisseur privé dans ces SPL universitaires. Et puis, il y a aussi cette possibilité de se dire, finalement, on ne va mettre au sein de ces SPL universitaires, et là encore, la loi ne le précise pas, en tout cas, il n'y a pas de rien qui ne l'empêcherait de dire que on ne met que des acteurs collectivités, des acteurs publics. Donc on met les universités, pourquoi pas l'État et les collectivités. Et dans ce cas-là, on a un autre dispositif qui intervient et qui peut être intéressant, pourquoi pas, c'est bénéficier de ce qu'on appelle la quasi-régie, c'est-à-dire le fameux in-house qui permet de créer des relations contractuelles directes, sans publicité ni mise en concurrence,
entre l'université et son outil. Et à partir de ce moment-là, vous avez compris qu'on simplifie grandement à la fois l'utilisation, le contrôle et la gouvernance de ces sociétés qui, évidemment, pourront elles aussi, via de la sous-traitance, via la mobilisation des acteurs locaux, développer l'ensemble des projets qui leur seront confiés. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de réponse unique. La loi n'indique pas de montage préférentiel et que c'est évidemment aux acteurs locaux de discuter à l'initiative des universités, puisque c'est rédigé comme ça dans la loi, hein, c'est à l'initiative des établissements universitaires de regarder quelles seraient localement les meilleures combinaisons possibles et donc d'essayer d'avancer, encore une fois, à la fois en gardant bien l'idée que il ne s'agit pas simplement d'un outil supplémentaire pour faire uniquement du logement ou de l'immobilier, et que même si on parle de SULI, qui était le terme mis en avant par le ministère de l'Enseignement supérieur, dans SULI, il y a un L qui devrait dire local, et si les collectivités ne sont pas d'une manière ou d'une autre dans le tour de table, à notre avis, on loupe une occasion, effectivement, de créer cette coopération de fait, et cette opportunité-là d'avoir une véritable coopération tangible entre, et au sein de la gouvernance entre les universités et les collectivités. Puisque vous l'avez rappelé, les collectivités contribuent déjà, évidemment, au développement de projets universitaires et sur les campus. Et que le fait d'être à la gouvernance d'un outil partagé, c'est faire un pas supplémentaire dans cette coopération institutionnelle et locale. Peut-être, vous avez évoqué ce qu'apporterait, enfin d'abord, vous avez bien caractérisé cet outil et puis évoqué ce qu'il pourrait apporter. Mais pourquoi, quels sont les freins aujourd'hui que vous avez pu identifier? Pourquoi ça n'a pas plus avancé? Pourquoi ça ne s'est pas concrétisé? Quels sont les obstacles? Est-ce qu'ils sont culturels? Est-ce qu'ils sont techniques? Est-ce qu'ils sont financiers, de capacité des acteurs à aller sur ces sujets? Je pense qu'il y a un peu de tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une démarche qui, d'un point de vue institutionnel, n'allait peut-être pas de soi, c'est-à-dire que les universités qui aujourd'hui se posent des questions sur le développement, la valorisation de leur patrimoine, ou la rénovation de leur campus, n'ont pas forcément une connaissance fine à la fois des outils des collectivités et même de la gestion de leur propre patrimoine. C'est-à-dire qu'on en est finalement qu'au début, malgré une loi déjà ancienne, la loi Pécresse sur la dévolution du patrimoine aux universités, sur leur autonomie, on en est qu'au début de la capacité de ces universités à se saisir de ces enjeux et à les piloter. J'ai un chiffre en tête, mais vous me direz si c'est toujours le cas, qu'on n'avait que 3% du patrimoine immobilier des universités qui était aujourd'hui réellement sous le contrôle direct des universités. Et que dans les autres cas, il faut toujours, quand il y a un besoin de rénovation, de développement, quand un amphi est un four l'été et un frigo l'hiver, il faut d'abord demander à l'État d'accorder un certain nombre de crédits et d'autorisations. Donc on en est en effet au début de cette capacité à la fois institutionnelle et en termes de compétences pour les universités de se saisir du sujet. Et puis il peut y avoir aussi un besoin de dialogue sur le fond avec les collectivités qui elles-mêmes peuvent avoir des projets de développement en termes d'aménagement qui sont peut-être pas ceux que les universités ont en tête. Donc là aussi, ça demande un dialogue plus poussé sur la nature de ces projets. Et donc, ce qui nous semble intéressant, c'est qu'en créant des véhicules dédiés, au sein desquels sont représentés et ont un intérêt direct, j'allais dire, les différents acteurs en présence, on a la possibilité d'accélérer cet échange sur des projets partagés. Merci Benjamin Galep. Je vais passer la parole à Antoine Latreille. En préparant ces entretiens avec François, on a contacté plusieurs universités, notamment franciliennes,
dans le réseau des entretiens de saut. Et souvent, on nous a dit, peut-être, pourquoi pas, c'est compliqué, on a réfléchi, on a abandonné, finalement le contexte ne permet pas, on va y réfléchir. Enfin voilà, c'est un sujet, on sent qui commence à interpeller ou à impliquer les universités. Donc votre regard, effectivement, en tant qu'université sur ce sujet, est-ce que Paris-Saclay a des projets? Comment vous engagez cette réflexion? Quels sont pour vous les obstacles qui commencent à se présenter à vous? Qu'est-ce que vous en attendriez éventuellement? Donc je vais vous passer la parole. Et puis j'indique aux participants, alors en visio, ils lèvent la main et ils n'hésitent pas à solliciter la parole. Et puis on a aussi dans la salle donc, des campus, représentés par des collectivités. Campus Grand Parc à Villejuif, alors c'est pas l'université, c'est Gustave Roussy, un foncier, un opérateur SEM, une opération un peu de co-développement, mais qui n'est pas dans cette logique-là. Campus Cachan, un foncier État universitaire qui mute avec l'objet d'un quartier plus hybride. Il y a Saint-Quentin, où il y a aussi des problématiques de développement universitaire et de développement de la ville. Il y a Saclay, j'en oublie peut-être pour Orsay-Saclay pour les campus dans la salle et puis en distanciel d'autres campus comme Cergy ou à Paris ou en région. Donc n'hésitez pas à aussi solliciter la parole pour faire part de ce que cet outil pourrait évoquer pour vous en termes de questions, d'intérêt ou au contraire peut-être de fausses pistes. Donc je passe la parole à Antoine Latreille. Merci François. Bonjour à toutes et tous. Je suis encore très heureux d'avoir été sollicité, de pouvoir vous faire part de ma modeste expérience en tant que vice-président patrimoine de l'université Paris-Saclay. Ce que j'observe, évidemment, nous réfléchissons sur des problématiques de filialisation autour d'un certain nombre de fonciers disponibles, notamment parce que la relocalisation d'une partie des activités de l'université sur le plateau a libéré dans la vallée, un échange avec Richard Curnier il y a quelques temps sur ces problématiques-là, a dégagé un certain nombre de bâtiments dont nous nous préoccupons de l'avenir, et qui, comme ça a été dit en introduction, n'ont plus forcément besoin d'être attraits directement à des missions de l'université. On voit aussi la tension actuelle sur le logement étudiant avec toutes les grandes manœuvres au niveau de l'État, et nous espérons que ces annonces se concrétiseront et que ça nous permettra de faire avancer un certain nombre de dossiers qui jusqu'à présent étaient bloqués ou en tout cas ralentis, s'agissant notamment avec notre partenaire le Crous ou des bailleurs sociaux, la possibilité d'accélérer la transformation de bâtiments ou la construction de résidences pour les étudiants. Pour revenir sur ce qui a été dit concernant la dévolution, en un mot, effectivement, aujourd'hui, nous avons donc refusé cette offre qui avait été par Frédéric Vidal extrêmement pressante de nous engager dans la dévolution, parce que nous sommes dans une situation où, globalement, nous avons un patrimoine qui est extrêmement vieillissant, quoique nous ayons cette vitrine qui est le plateau de Saclay, mais il ne faut pas oublier le reste. Aujourd'hui, les évaluations sur une mise à niveau de l'ensemble du patrimoine de l'université, qui représente 500 000 m² de foncier bâti, correspond grosso modo entre 900 millions et 1 milliard d'euros. Donc, il faudra un nouveau plan campus. Donc, évidemment, devenir propriétaire d'un patrimoine dans lequel il faudrait investir pour le remettre à niveau ces montants-là, c'est pas tellement envisageable, ou ce serait pas tellement raisonnable. Et c'est vrai que les nouvelles propositions de dévolution qui ont été faites, les deux dernières vagues, sont sans soult, donc sans accompagnement financier direct par l'État. Et puis après, il faut voir le potentiel de valorisation qui n'est pas forcément très important dans le cadre de la situation géographique de notre foncier. Comme l'a rappelé François Riot, aujourd'hui, les tentatives, voire les concrétisations en termes de filialisation des universités ne passent pas par la constitution de Sully ou de SPLU. Les exemples qu'on a autour de nous, Rennes 1 par exemple, ou Centrale Supélec en 2024, ce sont des SASU, donc sociétés
donc avec un actionnariat unique. Et d'ailleurs, c'est un peu amusant, parce que hier soir, j'ai relu les statuts de la nouvelle société de Centrale Supélec, la nouvelle SASU, et quand on lit le préambule, ils mettent en avant donc l'insertion dans le territoire, etc. Donc on se dit, bah, tiens, on va arriver, quand on va aller un petit peu plus loin, on va dire, tiens, ça y est, ils ont enfin fait une SASU. Et puis on est un peu douché, puisqu'ils disent, ouais, bah voilà, c'est une société actionnaire unique. L'actionnaire unique, 100%, c'est Centrale Supélec. Et donc exit les collectivités territoriales. À Rennes, c'est à peu près la même chose. Ce que l'on observe aussi, et peut-être qui n'est pas très favorable pour l'utilisation de ce type de structure sur le périmètre de l'université Paris-Saclay, ce qui est à la fois un avantage et un inconvénient de l'université, c'est notre maillage territorial, puisque nous sommes à la fois partout, et quand on est partout, on n'est nulle part. Puisque Paris-Saclay, c'est 4 départements, c'est plus de 20 communes. Rien que le campus Saclay avec le plateau et la vallée, c'est 5 communes. Donc voilà, donc ce taux de dilution fait que malheureusement, nous ne sommes pas l'université d'une commune ou l'université même d'un département. Et du coup, ça, sur le plan des relations ou des possibilités d'investissement, ça rend les projets un peu plus compliqués à mener. Alors, dans quel cadre nous pourrions, nous, être amenés à créer ce type de structure ? S'il s'agit aujourd'hui, puisque nous n'avons pas la dévolution, donc nous ne pouvons pas apporter au capital de la société notre foncier, nous pouvons éventuellement concéder une autorisation d'occupation temporaire avec transfert de droit réel, éventuellement un bail à réhabilitation, pas de bail à construction si on n'est pas propriétaire, ce qui peut nous arranger, éventuellement un bail amphithéotique. L'intérêt pour nous, s'il s'agit de créer un équipement de type résidence étudiante, il n'est pas prouvé, puisqu'aujourd'hui nous trouvons facilement, dans le cadre de montages plus simples, la possibilité de confier à un bailleur social un ou plusieurs bâtiments à rénover, avec une redevance d'exploitation différée dans le temps, qui va lui permettre d'amortir les coûts liés à la restructuration du bâtiment et à son exploitation. Les modèles économiques sur les résidences étudiantes sont à peu près connus, à peu près stables, et donc ça, on y arrive. On voit pas très bien quel serait l'intérêt pour nous, sur une résidence étudiante, de faire venir une collectivité territoriale. Sur le développement économique, c'est peut-être un peu plus évident, ou en tout cas la réflexion peut être un peu plus poussée. Malheureusement, parce que le développement économique, il y a des intérêts aussi des collectivités, on le voit avec la CPS, la communauté Paris-Saclay, on a des relations très très fortes avec eux sur le développement économique. Pour être très honnête, aujourd'hui, on est dans une situation de saturation des offres de localisation sur le développement économique. Donc on est plutôt dans une foire d'empoigne à aller brader notre patrimoine, et sur le plateau de Saclay, il y a encore d'autres opérations à naître, et le PAPS, donc l'établissement aménageur, a connu quelques déboires sur la création et la mise à disposition de bâtiments à des fins de développement économique. Donc là, on pourrait véritablement avoir un partenariat, parce qu'on a un intérêt convergent sur le développement économique, avec des investissements qui pourraient être des investissements communs. Voilà. Pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est rendu difficile. Là où ça deviendrait très intéressant, c'est sur le partage équipement. Équipement sportif. Alors malheureusement, la loi est arrivée trop tard, puisque nous avons donc sur le plateau de Saclay monté un projet avec la ville de Gif-sur-Yvette pour la construction d'un centre aquatique. Je pense que, alors c'est un projet qui remonte à plus de 10 ans, ça a été mis à disposition à l'automne dernier. La loi 3DS est arrivée trop tard. Et donc on a fait un montage
pas très satisfaisant, où l'université concède à la ville une AOT de longue durée, et la ville a fait une délégation de service public auprès d'un constructeur exploitant pour la construction et l'exploitation du centre aquatique, et ensuite avec une répartition des surcoûts d'exploitation, donc une subvention à la fois de la ville et de l'université, pour payer, entre guillemets, les créneaux que nous occupons dans le centre aquatique, avec un modèle économique qui permet à l'exploitant aussi d'autofinancer une partie substantielle de l'exploitation. Typiquement, je pense que ce type de montage, s'il devait être conçu aujourd'hui, aurait pu s'inscrire dans le cadre d'une SULI. Là où nous pouvons être amenés à y réfléchir, c'est sur deux projets qui sont liés, ça a été évoqué tout à l'heure, sur le chauffage urbain, sur les réseaux de chaleur. Puisque, vous le savez peut-être, il y a un réseau de chaleur géothermique sur le plateau de Saclay, qui aujourd'hui est entre les mains de l'établissement aménageur, mais le PAPS n'a pas vocation à rester des décennies dans le paysage. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il confie en gestion, qu'il vende le réseau de chaleur et l'ensemble des installations donc à des partenaires. Et possiblement, compte tenu du nombre d'établissements d'enseignement supérieur qui se trouvent sur le plateau, et l'intérêt des collectivités qui ont des logements, au moins les deux communes, qui ont des logements familiaux et d'autres équipements publics, on pourrait envisager une reprise de l'ensemble de ces équipements sous la forme de SULI. L'autre projet qui concerne aussi le réseau de chaleur est dans la vallée, puisqu'il y a un projet actuellement d'extension du réseau de chaleur qui démarre de l'usine d'incinération de Villejuste, qui est aujourd'hui gérée par le SIOM, vers Orsay, et même jusqu'à Bure-sur-Yvette, avec un très gros client que serait le campus Vallée d'Orsay, puisque nous fonctionnons déjà avec un réseau de chaleur interne, donc il suffit finalement de brancher le tuyau, et les coûts sont très minimes pour pouvoir substituer aujourd'hui une chaufferie gaz à l'utilisation de ce réseau de chaleur. Et là, c'est possiblement, évidemment, compte tenu du degré d'interpénétration de l'université et des collectivités dans ce projet-là, et l'intérêt commun, la réflexion autour d'une SULI est assez intéressante. Voilà, je voulais vous donner quelques exemples. Alors, quand on lit la littérature sur les SULI, ça intéresse beaucoup de monde, ça est cité dans le rapport de la Cour des comptes de 2022, ça a été repris dans le rapport de l'IGESR du printemps dernier, qui a juste un an. Donc comme outil, on voit aussi les SUR, il y a quelques années, ça a fait un flop total, pourtant ça a été vraiment monté en épingle et mis extrêmement en avant, et là en plus c'était doté, il y avait une dotation pour aider à la mise en œuvre de ce type de société. Donc voilà, donc c'est pas parce qu'il y a une volonté politique que forcément la mayonnaise va prendre et va permettre la création de ce type de structure. Il n'empêche que dans le cadre de Paris-Saclay, puisque nous sommes un établissement public expérimental, et nous allons probablement, on peut difficilement faire autrement, devenir donc un grand établissement avec un emboîtement de personnalité morale. Dans le cadre qui était cité tout à l'heure du in-house, ça peut être très intéressant entre nous, j'allais dire, entre l'université Paris-Saclay, ce qu'on appelle le périmètre employeur, et ses établissements composantes, notamment ceux qui sont localisés sur le plateau de Saclay, de mettre en place ce type de structure pour faciliter, assouplir la gestion, l'exploitation et la valorisation de nos bâtiments. Alors, pour l'instant, on est plutôt dans une logique, malheureusement, que je déplore, mais qu'on peut comprendre, parce qu'on a des passés et des sensibilités qui ne sont pas forcément identiques s'agissant de la gestion de notre patrimoine et pas forcément les mêmes moyens. Je l'ai cité tout à l'heure, Centrale Supélec a créé sa propre filiale. On aurait pu le faire ensemble. Mais potentiellement, quand on voit la difficulté qu'on rencontre à exploiter des bâtiments extrêmement techniques, on peut envisager donc dans le cadre de faciliter le in-house, monter ce type de structure entre nous. Alors, voir quel serait l'intérêt d'une collectivité territoriale de nous rejoindre s'il s'agit simplement d'améliorer l'exploitation ou la valorisation à la marge du foncier existant.
utilisé majoritairement pour des missions de service public, de l'enseignement supérieur et de la recherche, ça c'est à voir. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Antoine. On voit bien au travers des exemples que vous évoquez, une piscine, un réseau de chaleur, le développement économique, les universités sont des acteurs urbains. Enfin, voilà, sur tous les champs de la ville. Et alors, c'est pas nouveau parce que quelque part, voilà, la question de la vie étudiante, la question du chauffage des bâtiments universitaires, la question de l'innovation, vous amenez déjà sur ces terrains. Mais aujourd'hui, de plus en plus, vous êtes vraiment dans cette logique de développement de la ville en lien avec les collectivités. Donc, vous avez effectivement cité des exemples qui pourraient est intéressant pour entrer dans ce co-développement que représente l'outil des Soulis. On passe effectivement d'une logique de subvention à l'université dans le cas des CPR, une logique de co-développement dans le cadre d'un outil commun avec les collectivités. Vous avez parlé de ce sujet avec les collectivités. Enfin, vous avez eu, ou est-ce qu'elles vous interpellent? Est-ce que comment vous les ressentez éventuellement en capacité de vous accompagner sur ces sujets? Non, pour être très honnête, aujourd'hui, on a un certain nombre de conventions, notamment avec la CPS ou avec un certain nombre de collectivités. On n'a jamais été sollicité pour monter ce type de structure qui nécessite un investissement de la part de la collectivité. Alors, on part quand même d'une situation peut-être un peu caricaturale, mais où l'emprise, notamment par rapport à la ville d'Orsay de l'université Paris-Sud, était telle que c'était pratiquement l'université qui finançait la ville. Enfin, je veux dire, c'est-à-dire qu'on a entretenu de l'espace public et on continue à entretenir de l'espace public, ce qui n'est pas tout à fait normal. Parce que voilà, c'est le passé, c'est l'histoire qui a fait que cette université était surdimensionnée par rapport à la collectivité qui l'exploitait. Puis en plus, sa localisation géographique au sein de la ville est telle que ça s'est passé de cette façon-là. Alors on essaye un peu de redresser la barre aujourd'hui, mais on n'en est pas à des propositions de financement. On se tourne plutôt vers des partenaires privés pour obtenir, dans le cadre d'AOT, la possibilité de rénovation lourde de notre patrimoine sur des occupations permettant d'avoir un modèle économique viable et permettant d'autofinancer cet investissement. Les collectivités ne se sont aujourd'hui pas manifestées en ce sens, malheureusement. Merci Antoine. Il y a une demande d'intervention de CU Campus. Sophie Derève, je vous propose de... Oui, bonjour à tous. Je voulais vous apporter l'exemple de Cergy Pontoise et de CY Cergy Paris Université, qui est donc un grand établissement depuis le début de l'année. Et c'est à peu près à ce moment-là où le président de l'université a souhaité lancer une réflexion pour s'emparer très sérieusement de la question de l'opportunité de créer une SPLU avec deux besoins fléchés. D'une part, la question de la rénovation énergétique du parc occupé par l'université et d'autre part, la création de logements étudiants abordables. Et très très vite, on s'est rendu compte que selon ces deux objets très différents, l'outil SPLU n'était pas forcément une réponse, la réponse la plus pertinente. Et là, je rejoins un peu ce que vient de dire monsieur sur la question de la rénovation énergétique. C'est un sujet qui reste intrinsèquement lié à l'université. Dans ce cas-là, on voit très facilement que les collectivités ne se sentent pas forcément concernées par ce sujet-là. Donc aujourd'hui, on décide à CY Cergy Paris Université peut-être de prioriser les objets, de parer au plus urgent. Donc aujourd'hui, dans un contexte peut-être de dévolution plus ou moins à court terme, il va falloir trouver des solutions pour cette question de l'entretien du parc et ensuite réfléchir dans un second temps sur la manière dont on peut travailler avec les collectivités à répondre aux objets de la vie connexe du campus, notamment la création de logements étudiants sur des fonciers qui seraient soit universitaires, soit collectivités. En tout cas, nous, on réfléchit déjà depuis 2017 dans le cadre d'une association qui a été créée par l'université et les territoires à des projets communs. Donc, il y a une antériorité déjà qui existe avant même
la création de la société sur le partenariat académique et territorial. Aujourd'hui, on se parle très très librement et quand l'université pose la question à ses partenaires territoriaux de l'opportunité de rejoindre de s'allier autour d'une telle société, il y a des questions très pratico-pratiques qui se posent que aujourd'hui la loi voilà, ne permet pas de régler et elles sont très simples. C'est pour créer une société donc qui permet d'avoir une équipe dédiée pour faire du projet, il faut avoir un volume de projets, d'activités qui permettent de se projeter sur le temps long. Donc il faut que tous les partenaires soient capables de s'engager sur 5-10 ans sur une liste d'opérations qui seraient tantôt universitaires, tantôt partenariales. Et aujourd'hui, on voit face aux défis de chacun, du côté des universités, mais aussi du côté des collectivités, que c'est assez impressionnant de s'engager dans un tel type de montage de filiales. D'où l'idée, et voilà, c'est peut-être une des pistes que choisira finalement l'université de CY-Cergy Paris Université, de opter dans un premier temps pour un format de filiale 100% universitaire pour faire ses preuves comme tel et éventuellement évoluer dans le temps vers un montage plus complexe. Merci Sophie Lirève. Je vais proposer à Richard Curnier de poursuivre en tant que voilà, Caisse des dépôts, enfin Banque des territoires, un partenaire des collectivités dans le développement local. Partenaire aussi des EPL, enfin des SEM, sur ces projets, avec aussi, c'est intéressant ce que vient de dire Madame Derève, voilà, est-ce que ces outils auraient déjà la maturité ou la capacité à s'engager sur ce type de projet, qui peut-être implique effectivement une ingénierie, implique un volume d'affaires pour voilà, pouvoir développer un modèle économique. Vous avez aussi un regard, j'ai envie de dire, sur les situations financières des acteurs de la ville, au sens large du terme. Donc comment vous voyez cet outil ? Qu'est-ce qu'il peut apporter et voilà comment la Caisse des dépôts, enfin Banque des territoires peuvent, enfin quel regard ou quelle direction elles inviteraient à prendre par rapport à cette. Bien, écoutez, bonjour à tous et merci pour votre invitation. En fait, nous, la Caisse des dépôts, on a travaillé depuis longtemps avec les universités, puisque on l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment sur des montages innovants qui avaient été à l'époque par Valérie Pécresse. Et je salue Alain Wimbert, qui était aussi directeur régional à l'époque de la Caisse des dépôts à Lyon. Et c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé sur ces sujets, on avait beaucoup aidé les universités, notamment dans le financement des schémas immobiliers. Et bien évidemment, les universités, et vous l'avez dit, monsieur, se sont rendus compte qu'il y avait des montants très importants des travaux qui n'étaient pas forcément compensés par l'État, d'où le refus par certaines universités de prendre la dévolution de patrimoine. Donc nous, on connaît bien aujourd'hui les EPL, puisque nous sommes actionnaires de 400 EPL, donc, qui sont assez diversifiés, que ce soit sur l'énergie, sur le logement, sur le tourisme. Donc on travaille bien. Et sur le sujet des outils de la SPLU ou de la SULI, on voit quand même que c'est une opportunité quand même extrêmement intéressante pour les universités, pour les collectivités locales. Ça permet vraiment de travailler sur un projet urbain, d'avoir un dialogue un peu poussé. Et d'ailleurs, peut-être une petite anecdote, mais hier, j'étais à Villetaneuse. Il y avait la présence de la ministre du Logement, le ministre de l'Enseignement supérieur. Il y avait le recteur, enfin le président de l'université, pour visiter un projet de résidence universitaire. Il y avait 300 logements. Bon, c'est une opération que nous avons financée, donc on était là, nous, Banque des territoires, et on discutait avec le préfet, le président de l'université, et le maire avait un besoin d'avoir 1000 mètres carrés de foncier pour bâtir une maison de santé quasiment sur un foncier finalement qui appartenait à l'université. Et du coup, il s'est naturellement tourné non pas vers la présidente de l'université, mais tourné vers le préfet pour bénéficier de ce foncier. Donc c'est là où je vous dis globalement, il y a vraiment un sujet, parce qu'en fait, c'est au président de l'université d'être à la fois maître de son foncier, d'avoir en fait son sujet de développement, et pour autant, eh ben, c'est le foncier, et tant qu'il n'y a pas la dévolution, c'est finalement l'État qui décide en fait de cette rétrocession. Donc ça, c'est un vrai sujet, donc une vraie opportunité quand même d'avoir ces
ces sociétés. Et donc nous, la Caisse des dépôts, on a, et vous l'avez peut-être vu dans la presse, on a un vrai engagement sur le logement étudiant, puisqu'on va contribuer à lancer 75 000 lits. Donc on engage quasiment 5 milliards de financement jusqu'à l'horizon 2030. Alors soit avec des partenaires privés, soit avec des CROUS. Et on compte bien évidemment travailler avec ces nouveaux dispositifs pour permettre de dupliquer et de construire un maximum de lits pour les étudiants, parce que vous le savez qu'il y a une carence majeure en Île-de-France. Peut-être un deuxième sujet, quand j'étais en PACA, on avait beaucoup travaillé avec l'Université d'Avignon. Et en 2018, il y avait le PIA, il y avait un appel à projet sur le PIA pour les sociétés universitaires de recherche, les SUR. Et il y avait, je crois, un appel à manifestation d'intérêt doté de 400 millions d'euros. Et je crois qu'il y a eu 15 projets, 15 universités qui ont proposé un projet, dont un seul projet sur l'immobilier, et ça concernait l'Université d'Avignon. Je ne sais pas si une personne de l'Université d'Avignon est connectée et qui pourra témoigner, mais en tout cas, l'enjeu, c'était qu'il y avait dans le centre d'Avignon une bâtisse de 4500 m² qui n'était plus utilisée par l'université. Il y avait un foncier de 3000 m², donc c'est vraiment un foncier stratégique, mais qui n'était plus forcément utilisé par l'université. Et l'université voulait quand même le valoriser parce que ça coûtait assez cher en termes d'entretien. Et donc elle a répondu à cet appel à projet. Donc nous l'avons aidé, nous avons cofinancé des études pour cette constitution de société. Et donc ça a été inauguré il y a quelques mois. Et sur ces 4500 m², donc, il y a eu des locaux qui ont été loués au CNAM. Il y a eu un living, un lab, un laboratoire. Il y a eu un auditorium. Il y a eu quelques bureaux. Donc tout ça, il y a vraiment un modèle économique qui a été trouvé. Et par rapport à la personne de Sergi qui parlait tout à l'heure, c'est simplement, ça correspondait à 4500 m². Donc on voit bien qu'aujourd'hui, même sur des ensembles immobiliers de 4500 m², on arrive à trouver un modèle économique. Et donc ça s'est fait au travers d'une SUR, donc une société universitaire de recherche. Et je crois qu'il n'y en a qu'une de mémoire qui a été créée sur le territoire national. Donc oui, pour nous, en tout cas Banque des Territoires, on est très attentif à ce qui va se passer. On a une expérience au travers des EPL. On compte bien aussi travailler avec les universités et les collectivités locales. C'est vrai que, vous l'avez dit, M. Latreille, sur le logement étudiant, il n'y a pas besoin peut-être de sociétés, puisqu'on arrive à travailler sur des montages avec les CROUS, mais sur des sujets de géothermie, de réseau de chaleur, de partage d'équipements publics, ça peut être quand même extrêmement intéressant. Et l'enjeu aussi, c'est qu'on peut faire de l'effet de levier avec de l'endettement, et ce n'est pas neutre aujourd'hui, parce qu'on peut financer sur des durées très long terme, puisqu'on a la possibilité de financer sur des durées de 40 ans, donc ce qui permet d'équilibrer et d'amortir les équipements sur du long terme. En termes d'accompagnement à la création de ces outils, enfin, est-ce que la Banque des Territoires sur l'ingénierie, après effectivement il y a la question du capital, alors, au travers du réseau des opérateurs que vous accompagnez, après effectivement au travers de l'ingénierie financière, hein, vous avez parlé d'effet de levier financier, ça avait été aussi évoqué par Benjamin Galep. Si une université était aujourd'hui candidate, partante, quel accompagnement elle peut trouver ? Oui, on peut bien évidemment aider, on le fait déjà, cofinancer avec les universités différentes études. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du schéma immobilier, on peut travailler sur de la valorisation foncière, on peut travailler sur des sujets de programmation, on peut aider et débloquer de l'ingénierie de projets pour favoriser bien évidemment ces projets. Et ensuite, on a le côté capital, donc c'est l'equity, ce qu'on appelle l'equity, et ensuite on a le financement long terme. Donc moi j'invite toutes les universités qui sont en ligne et qui sont présentes à la salle de venir nous voir, parce que ça devient vraiment un axe important pour nous, et donc on a vraiment cette capacité, cette volonté en tout cas d'aider les universités. Merci pour ce premier tour de table des intervenants. Donc on va ouvrir le débat, la discussion entre vous avec les participants. Donc voilà, je vous invite, si vous êtes en distanciel, à lever la main. Si vous êtes dans la salle, à lever la main aussi. Et alors, il y a une question de François, puis Christophe. François.
Moi, c'était simplement pour avoir un point d'éclaircissement, parce que, à titre personnel, j'arrive pas à y voir clair sur ce sujet quand on dit que c'est pas nécessaire pour le logement étudiant. J'ai entendu tout à l'heure qu'il y avait aussi la possibilité d'utiliser l'avantage in-house pour accélérer les projets. Donc, dans la mesure où les Crous sont autorisés à rentrer dans ces SPLU ou SULI, je me demande si justement c'est pas une solution. Mais c'est une question complètement ouverte, d'autant plus que aujourd'hui on a un besoin criant effectivement de construction de résidences étudiantes sur les campus. Il y a des fonciers disponibles, on le sait. Il y a eu des recensements à l'initiative des deux ministères, donc qui ont été faits, je crois, par l'intermédiaire des préfets et des recteurs. Un certain nombre de fonciers sont remontés. C'est peut-être pas forcément là où on a le plus de besoins, mais en tout cas, force est de constater que depuis cette initiative, il n'y a pas de projets qui apparaissent. Et puis j'ai l'impression aussi que lorsque l'on veut lancer ces projets, c'est lourd juridiquement, c'est long, il y a de l'inertie, et c'est peut-être pour ça que ça aboutit pas. Et donc, est-ce que c'est simple avec les Crous? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est simple avec les bailleurs sociaux? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est simple avec les opérateurs privés? Puisque je crois qu'à Bordeaux, justement, il y a un projet mixte avec opérateurs privés et puis bailleurs sociaux. Donc c'est la raison pour laquelle je me dis, est-ce que la SULI a quand même pas un intérêt par rapport à l'accélération d'un certain nombre de projets? Je vais vous laisser reprendre Monsieur Curnier. Et peut-être Laurent Batch a un avis là-dessus. Forcément, il interviendra quand il le souhaitera. Oui, c'est simplement pour vous dire qu'à Bordeaux, on travaille sur un montage avec l'université où en fait l'université apporte en nature un foncier dans la SULI et nous, on apporte le cash en fonds propres. Donc voilà, donc ça c'est un montage qui est en cours. Enfin, on est en train, c'est tout nouveau. Encore une fois, on est en train de le travailler. Mais je pense que c'est de nature quand même, malgré tout, à accélérer quand même les projets, ces sujets. Parce qu'en fait, ça permet à la fois de travailler avec des opérateurs, avec le Crous, bien évidemment, mais avec des autres opérateurs privés. Ça dépend si on est sur du loyer abordable ou si sur du loyer un peu conventionné. Peut-être avec des SEM, puisque M. Galep disait que pas forcément les collectivités directement, mais leur SEM pourrait être éventuellement partie prenante de SULI. Et on sait qu'il y a des SEM qui font du logement étudiant. Oui, en effet, c'est déjà le cas. Il y a une quinzaine d'universités qui ont déjà confié la construction, la rénovation de résidences universitaires à des SEM dans des situations très différentes, à Clermont-Ferrand, Amiens, à Pau. Voilà, donc on a beaucoup d'exemples sur ce sujet-là, avec sans doute, et ça a été souligné c'est ressorti dans les débats que nous venons d'avoir, des situations assez différentes entre globalement ce qu'on voit, ce qu'on observe sur le Grand Paris au sens général et ce qui existe partout ailleurs en France. C'est-à-dire que le rapport entre des métropoles régionales et leur université n'est pas tout à fait le même pour des raisons historiques, administratives, institutionnelles, que les liens qui existent aujourd'hui entre des communes effectivement de la deuxième couronne parisienne et leur université, qui sont liés à des décisions aussi d'implantation de l'État, des campus qui ont un historique très différent, et où la métropole, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne s'est pas saisie de ces sujets-là, parce que c'est pas sa compétence, c'est parce que, voilà, pour tout un tas de raisons, la réflexion et la capacité de dialogue avec les collectivités est forcément différente. Voilà, c'est pas pour autant qu'il faut se décourager, mais ça appelle en effet à se poser la question maintenant de la manière dont on construit ces projets de territoire partagés, parce que une fois que chacun aura lancé ses projets, on est engagé pour 15 ans. Hein, donc une fois que c'est lancé, c'est plus difficile d'engager une coopération très, très concrète et opérationnelle. Merci. Monsieur Batch, vous étiez invité, je crois que vous êtes un expert du sujet. Je ne suis pas sûr d'être un expert, non. Non, je ne suis pas sûr d'être un expert. Je suis venu écouter et j'apprends beaucoup de choses. Merci de votre invitation. J'allais dire, heureusement que le logement étudiant n'a pas eu besoin des SULI. Parce que, arrivant en 2022, on serait dans une situation de tension inouïe. Non. Le développement du logement étudiant, en effet, n'a pas besoin du support de la SULI en soi. Je pense que la SULI, ou toute autre forme de société commerciale, parce que le sujet, c'est pas la SULI, le sujet, c'est la société commerciale publique-privée. Bon.
son intérêt, c'est d'accompagner la valorisation du patrimoine et le développement des projets communs entre l'université et ses partenaires. C'est ça le sujet, c'est la valo, comme on dit, hein, dans le secteur. Parce qu'à ce moment-là, ce qu'il s'agit de développer, je crois que c'est le cas de Bordeaux, mais pas que, c'est pas simplement du logement étudiant, c'est même pas simplement du résidentiel, c'est aussi des technoparcs, c'est des services, c'est des commerces en pied d'immeubles, et donc toutes sortes de choses qui servent à la fois les personnels et les étudiants des universités, mais aussi le quartier, et qui, c'est quand même le but aussi, rapporte à l'université des revenus qui lui permettent d'entretenir son immobilier central, son immobilier de mission, celui de la formation et de la recherche. Et donc en effet, je pense que une des raisons, enfin, les Sully ne se sont guère développés, mais la dévolution n'a pas non plus été, ça a concerné 11 universités sur 22 qui l'ont demandé. Ça prend du temps, parce qu'entre le temps où l'instance décide, elle vote, où on passe les actes notariés et où on transforme ensuite le droit en projet de développement, c'est long. Et en effet, il faut de l'expertise. Je crois que les universités en ont de plus en plus, on ne le dit pas assez, mais c'est un processus qui est assez long. Donc on n'en a pas encore vu toutes les projections. Merci. Une question de monsieur Hu. Oui, merci. Donc Christophe Hu, moi je suis responsable du service enseignement supérieur et recherche de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Pas Saint-Quentin dans l'Aisne. Et donc, merci pour toutes vos interventions. Nous sommes très, très engagés à côté de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, notamment celle qui est sur notre territoire. En plus, la complexité de cette université, c'est qu'elle est sur plusieurs communes dans toutes les Yvelines. Donc, ce qui amène en plus une complexité, donc forcément une collaboration avec bon nombre de collectivités et aussi notamment Versailles-Grand-Parc, Paris-Saclay, etc. On a deux projets, nous, qu'on essaie de porter avec cette université. Un premier projet qui était notamment porté par CPER Paris-Saclay, qui s'appelait ex-hôpital virtuel, qui était un centre de formation interne, formation continue, qui est toujours en cours. Et puis on a une autre composante universitaire qui veut regrouper deux antennes pour vraiment avoir un beau bâtiment. Donc en fait, nous, on essaie de les accompagner à la fois dans la recherche du bâtiment, mais aussi au niveau financier. Aujourd'hui, les seuls outils qu'on a réellement pour l'université, c'est la subvention. C'est notamment ce qu'a fait le département des Yvelines avec les subventions pour l'étudiant, etc. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis retourné vers François parce que j'avais besoin de trouver quelqu'un qui était en capacité de donner un conseil juridique pour monter un outil juridique pour accompagner l'université. Et donc, on travaille aussi avec la Banque des Territoires, à Saint-Quentin-en-Yvelines, et on est constamment en train d'essayer de trouver cette solution-là pour savoir comment les aider. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui aussi, c'est que le foncier, il est difficile à trouver. Donc, on est dans la réflexion de comment savoir si on peut transformer ou pas du tertiaire, parce que le tertiaire a été un peu abandonné. On a beaucoup de mètres carrés qui est disponible aujourd'hui suite à la pandémie. On a bon nombre de mètres carrés disponibles et on regarde comment on transforme du tertiaire mais en ERP. Et ça coûte aussi un prix. Et certains bâtiments ont besoin d'une rénovation énergétique aussi. Donc il y a toutes ces problématiques qui viennent et il y a 4-5 ans, j'ai eu l'occasion d'être vice-président de l'université de Versailles-Saint-Quentin et je voyais que de temps en temps, pour rénover les bâtiments, on utilisait quoi? Le fonds de roulement. C'était un moyen de rénover du bâtimentaire, d'arriver à trouver des solutions. Et ça, c'est pas normal, normalement, qu'on est obligé de taper un peu dans le fonds de roulement pour de la rénovation. On devrait faire plus d'investissements dans un autre sens. Donc c'est très intéressant de voir ces outils juridiques qui sont naissants, que je ne connaissais pas. Et je pense qu'en effet qu'on a de très belles choses à faire. Et c'est vrai que je rejoins aussi évidemment la question du logement étudiant sur laquelle on travaille. On travaille à la fois avec le secteur privé, mais aussi avec le Crous. Donc on essaie de trouver les deux solutions parce que c'est une véritable problématique aujourd'hui, je pense, en Île-de-France. On a eu notamment les entretiens de Soqueté en ce sens. Et toujours très intéressant. Mais voilà, merci beaucoup pour toutes ces précisions et ces interventions qui sont riches pour qu'on puisse derrière nous trouver des outils et soutenir notre université qu'on soutient depuis le début. Merci Christophe. Alexis Midolmonet, adjoint maire d'Orsay. Oui, bonjour à toutes et tous. Je vous remercie pour
toutes vos interventions. Pour notre cher collègue partenaire, je ne sais pas si l'université finançait la vie, ça pourrait être un sujet intéressant de test chiffres par ailleurs, je pense. Ça pourrait être un sujet intéressant de test chiffres, mais ce que je sais, c'est qu'en tout cas pour le campus Valais, et ça a été rappelé au début, il y a la spécificité qui fait qu'en effet, vous êtes affectataire, vous n'êtes pas propriétaire, et ce qui fait également que les collectivités territoriales rencontrent aussi la même problématique partagée en commun, puisque nos compétences, voirie également d'administration, sont assez limitées du fait de ce domaine naturel protégé si spécifique au campus Valais, ce qui nous amène aussi mutuellement à outrepasser nos compétences, notamment lors des récentes inondations de l'automne dernier. Donc c'est vraiment une situation spécifique. Sur les SULI, les SPL, j'irais peut-être nuancer un petit peu les présentations, les interventions qui en sont faites. Le point de vue que je possède, c'est qu'aujourd'hui, je pense que si on veut développer les SULI, il faut vraiment réussir à leur permettre de se différencier aux yeux des élus locaux, des acteurs, par rapport aux SPL classiques, par rapport aux sociétés d'économie mixte, aux SPL d'aménagement, aux CEMOP. C'est pas forcément quelque chose. Alors après, je ne prétends pas parler pour les 36 000 élus locaux, hein, c'est pas ma casquette, mais voilà, c'est quelque chose qui est peut-être pas assez clair, pas assez transmis de manière pédagogique. Je pense également qu'il y a des situations assez différentes à prendre en compte. Ici, on est quasiment tous franciliens, on est au milieu d'un environnement où il y a énormément d'établissements publics, quasiment toutes les intercommunalités d'Île-de-France ont une société publique locale. À Paris-Saclay, c'est la SPL Nord-Essonne. Quasiment toutes ont une société d'économie mixte. On a également beaucoup de syndicats intercommunaux. Vous avez parlé du SIOM sur les ordures ménagères. On pourrait parler du CGI sur les énergies renouvelables, la géothermie et bien d'autres qui aussi essayent d'être de plus en plus interventionnistes dans leur domaine au soutien des collectivités et de leurs partenaires. C'est peut-être pas forcément le cas. Nous, on s'intéresse beaucoup à la VUF, aux villes universitaires d'équilibre, où je pense que les SULI pourraient peut-être être un levier plus... vous avez parlé de logement, vous avez parlé de mutualisation d'équipements, pourrait être peut-être un levier plus dynamiteur pour permettre à des territoires, des intercommunalités qui souhaitent accueillir plus d'activités étudiantes, qui souhaitent valoriser leur site. Peut-être que ce serait un outil plus simple que, voilà, nous, je le dis, hein, pour nous, interco, ville de petite, grande couronne francilienne, c'est vrai qu'au milieu, voilà, tous ces établissements publics, les élus peuvent peut-être un petit peu s'y perdre. Ce qui nous amène sur l'intervention de M. Badge, sur la valorisation qui reste, à mon avis, la finalité ultime. Il y a le sujet des SULI. Voilà, il ne faut pas non plus oublier comment on arrive à faire entrer aussi, comment les collectivités doivent prendre leur part pour accompagner, faire entrer les universités dans une gestion plus paritaire des équipements publics qui n'ont pas attendu. Faut que je parle plus fort. Voilà, il ne faut pas oublier, je disais, la finalité ultime de la valorisation, ce que disait M. Badge, et comment nous aussi, collectivités, on doit prendre notre part et nos engagements pour faire entrer les universités dans une gestion plus paritaire des équipements publics, des instances de concertation et de développement local qui nous ont précédés. Voilà ce que je voulais vous dire, et finalement ça recoupe aussi la question de l'articulation des compétences, puisque tant que sur la question des équipements sportifs, des équipements culturels, les collectivités, les universités, on revient à la fameuse compétence vie étudiante, sont toujours un petit peu dans le flou et à naviguer un petit peu au-delà de leurs prérogatives, à innover et à sans cesse expérimenter. Peut-être que ça ne facilite pas non plus une bonne séparation et une bonne appropriation claire de qu'est-ce qui relève prioritairement d'une SPL universitaire, d'une SPL classique. Voilà, j'achève dessus, enfin en disant peut-être que les SULI, il y a un autre sujet dont on n'a pas parlé, c'est la question aussi des fondations universitaires. Peut-être que les SULI pourraient représenter un levier complémentaire pour dépasser un petit peu les limites statutaires et les limites légales des fondations universitaires, pour amasser plus de capital, s'ouvrir à d'autres formes de financement. C'est peut-être une piste thématique. Merci Alexandre. Il y avait une demande d'intervention d'Alain Weber, adjoint au maire de Villejuif.
Oui, bonjour. Donc, comme le disait Richard Curnier, ça me renvoie quelques années en arrière pour ce qui est de Rhône-Alpes. Donc, et je salue les Rhône-Alpins qui peuvent être là. Il y a de nombreuses universités tout à fait actives. Et c'est vrai qu'un certain nombre des problématiques qui ont été évoquées aujourd'hui se posaient de la même manière. Je pense en particulier à une problématique auxquelles les SULI peut-être pourraient répondre, qui sont des problématiques de fonctionnement et d'hybridation des usages. La question se posait par exemple, y compris sur des locaux universitaires, par exemple de centres de conférences ou d'hémicycles qui sont utilisés dans le cadre universitaire, mais qui sont utilisés donc sur des temps relativement limités et qui pourraient être intéressants pour des collectivités locales hors temps scolaire, si on peut dire, hors temps universitaire, en soirée en particulier. Et donc, la SULI pourrait-elle être un instrument non seulement d'investissement, comme cela a été évoqué, beaucoup évoqué là, depuis le début de la matinée, mais également de mutualisation, d'hybridation d'usage. Nous, au niveau d'une commune, donc je suis dans la commune de Villejuif, au niveau des communes, on se pose la même question pour les écoles, c'est-à-dire on sait que le temps d'utilisation d'une école est limité à, mettons, 8 heures maximum par jour. Or, les communes peuvent être tout à fait intéressées par utiliser des locaux scolaires qui leur appartiennent en soirée. Et donc, je pense que dans l'enseignement supérieur, il peut y avoir également cette problématique d'hybridation d'usage, de mutualisation d'usage, et de trouver des outils qui peuvent être utiles pour cela. Deuxièmement, c'est vrai qu'il peut y avoir des projets dans lesquels on a intérêt à constituer des tours de table entre collectivités de rangs différents. On n'a pas parlé des régions, mais malgré tout, dans le domaine universitaire, dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche, il nous semble que les régions sont des collectivités qui ont des choses à dire, enfin, en tout cas qui en ont la compétence, et on les voit, me semble-t-il, assez peu présente à l'époque. En tout cas, je ne sais pas si ça a changé depuis. On les voyait assez peu présentes. Est-ce que ça peut être un outil pour s'assurer de la présence des collectivités pertinentes? Alors, en Ile-de-France et notamment en Petite-Couronne, on est dans un empilement de collectivités absolument ahurissant. Donc, ça peut être utile d'avoir un tour de table qui associe notre empilement de collectivités. Je peux penser aussi à la métropole du Grand Paris, qui aujourd'hui n'est pas un acteur dans le secteur, mais qui finalement pourrait peut-être l'être, car nos bassins d'étudiants, que ce soit les bassins d'étudiants où ils étudient et les bassins d'étudiants où ils habitent, sont extrêmement imbriqués. Et les autres tour de table qu'il peut être intéressant de constituer, c'est entre les universités au sens propre du terme, les établissements d'enseignement supérieur privés. Nous en avons beaucoup, et je crois d'ailleurs, ça pour le coup, nous partageons ça avec l'ensemble du paysage français, beaucoup d'enseignements supérieurs privés, quelquefois d'ailleurs intégrés dans des ensembles universitaires plus vastes. À Villejuif, on a une grande école d'ingénieurs privés qui s'appelle les Frey, qui est intégrée dans Paris-Sorbonne. Donc on voit qu'il n'y a pas de muraille de Chine entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'université, et tant mieux. Et Paris-Saclay connaît bien la multiplicité des statuts des établissements et toute la richesse le foisonnement du paysage français. Peut-être que la SULI peut être un outil où on peut retrouver à la fois des acteurs du privé et du public. Et je pense également à d'autres acteurs qui peuvent être intéressants. Nous, évidemment, à Villejuif, notamment avec Campus Grand Parc, que François Le Schneider a évoqué, ce sont les acteurs de la recherche. Et je pense en particulier à certains investissements qui peuvent être très lourds à lancer, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir des investissements extrêmement lourds à lancer. L'État s'en préoccupe d'ailleurs, semble mettre un petit peu d'argent de côté à cet effet-là. Est-ce que c'est des gros centres d'intelligence artificielle qui vont concerner plusieurs universités, plusieurs établissements d'enseignement supérieur et de recherche pourraient être portés par ce type d'outils? Et dernière chose, peut-être pour ne pas être trop long, c'est vrai que tout ce qui est l'aspect effet de levier à travers l'emprunt est quelque chose qui peut être tout à fait intéressant, surtout si cet emprunt n'est pas compté dans l'endettement national, donc ça va encore mieux, surtout si cet emprunt peut être particulièrement long et on peut l'espérer à des taux particulièrement avantageux. Je sais pas, j'imagine qu'il y a des programmes adossés au livret A qui doivent pouvoir le faire. Et de ce point de vue-là, l'intervention des collectivités locales peut également peut-être être
moins difficile que si on leur demande d'intervenir en subvention, parce que franchement, dans le contexte actuel, ça me paraît extrêmement difficile. En revanche, si on leur demande de garantir, je pense qu'on doit y avoir peut-être un plafond de garantie à 50%, peut-être à 80%, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, si on leur demande de garantir, c'est moins difficile pour une collectivité locale, me semble-t-il, que si on lui demande de subventionner. Merci Alain. Il y a une intervention distancielle de Philippe à qui je vais passer la parole, mais peut-être tu as évoqué par exemple l'intérêt que la MGP entrerait dans ce type d'outil compte tenu de ses compétences et de sa vocation en région parisienne. Tu as évoqué les établissements d'enseignement de recherche privés, les établissements aussi de recherche. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse à la question. Est-ce que aujourd'hui la métropole du Grand Paris, compte tenu de ses statuts, peut rentrer dans une SPLU? Est-ce que les écoles privées peuvent rentrer? Je crois que je ne sais pas, François ou Benjamin. Non, personne. J'ai posé la question. C'est une question, mais il n'y a pas de réponse. Donc, aujourd'hui, sur la participation d'acteurs privés, il n'y a pas de limite, sauf à ce que, en respectant les bornes que j'ai rappelées tout à l'heure, sur le fait qu'il y a au moins 35% du capital qui est détenu par l'université de référence. Là, pour le reste, on peut imaginer des montages là aussi très variés en fonction des besoins. Et puis alors, sur la métropole, la MGP, évidemment, il y a une question à la fois institutionnelle, il y a une question juridique qu'il faudrait effectivement creuser. Et puis, il y a une volonté politique ou non de représenter la part des collectivités sur le sujet, sachant que la répartition des compétences avec la région est très différente de ce qu'on observe ailleurs en France. Donc oui, c'est une belle question. Philippe, et présentez-vous, du coup. Oui, bonjour. Philippe Savarin, je suis vice-président de l'université Sorbonne Paris-Nord. Donc le cas a été évoqué un tout petit peu précédemment. Et on a effectivement des problématiques de SPLU, hein. Vous citiez tout à l'heure le fait qu'il y ait une maison de santé qui soit en préparation sur notre territoire. L'université est fortement liée à ce projet. Et effectivement, on a senti au niveau de l'université qu'il y a eu un moment où la ville a pu essayer d'avancer pour des raisons pratiques de manière un petit peu plus autonome. Ce qui, par le biais du préfet notamment, coincé à un certain moment, et le préfet s'est à nouveau tourné vers l'université pour essayer de voir quels étaient les projets. De manière plus large, au niveau de Villetaneuse, on a, à côté de l'endroit où on envisage de mettre en place une maison de santé commune avec la ville, la volonté de développer un nouveau lieu qui pourrait être du logement étudiant, qui pourrait être un lieu où on accueillerait des entreprises, un lieu qu'on discuterait également en lien avec la mairie et puis avec les acteurs locaux de manière plus large. Et on est en train de voir si la Sully nous permettrait de mettre en place ces outils-là. On a des difficultés et on discute, bien entendu, avec la Caisse des dépôts pour lesquels on a un projet de convention et de réflexion. À l'heure actuelle, dans la mesure où on n'a pas la dévolution de notre patrimoine, on s'aperçoit que c'est compliqué et on est en train d'étudier de voir si la Sully ou la SPL est effectivement l'outil qui serait idéal pour mener à bien ces projets. L'université ayant effectivement le besoin et le désir de pouvoir développer ces activités. Merci Philippe. D'autres demandes d'intervention en distanciel? Une question un peu technique à la Caisse des dépôts, peut-être. On a parlé effectivement capital, hein, participation à hauteur de 35% minimum pour l'université, au maximum pour une collectivité. On a parlé emprunt pour avoir un effet de levier aussi en termes de recherche de financement, mais du coup ça veut dire un bilan, enfin ça veut dire ou le capital ou peut-être un actif quelque part. Est-ce que ça existe? Enfin, est-ce que
Voilà, est-ce qu'aujourd'hui, les collectivités, les acteurs universitaires, en l'absence aussi d'évolution du patrimoine immobilier, auraient cette capacité encore d'entrer dans ces mécanismes qui peuvent garantir des emprunts? Est-ce qu'ils ont cette capacité, enfin là c'est votre regard un peu global sur la situation financière des collectivités et des acteurs, cette capacité à rentrer dans des montages, des tours de table de capitaux nouveaux? Est-ce que, voilà, en l'absence de dévolution, il y aurait quand même malgré tout, avec ces apports en capital, la capacité à emprunter? Comment vous voyez les choses? Est-ce qu'il n'y a pas là un frein ou une difficulté intrinsèque? Moi, je rejoins ce qu'a dit Alain Weber. Aujourd'hui, la subvention, elle sera de moins en moins présente dans les plans de financement, compte tenu du contexte budgétaire qu'on connaît tous, et notamment les collectivités locales qui ont de moins en moins de dotation de l'État. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la subvention va devenir de plus en plus rare. Et donc, on va se trouver véritablement vers ces sujets. Et c'est pour ça que ce montage, il est intéressant et important pour permettre finalement aux universités de pouvoir se développer encore, de faire à la fois levier. Alors, les collectivités locales, oui, si c'est pour constituer un capital, elles ont la capacité à en mettre peut-être la quote-part, les 30 à 35% d'une société, mais avec... Là où c'est intéressant, c'est l'effet de levier ensuite supplémentaire avec de l'endettement, donc de l'endettement plutôt long terme en fonction de ce qu'on va financer. Et puis, comme nous, notre argent, l'argent que nous prêtons, c'est pas le nôtre, c'est l'argent de l'épargnant, c'est l'argent des Français. Et donc, il nous faut une garantie. Et généralement, c'est la collectivité locale qui apporte sa garantie. Mais on a parlé de la métropole, on a parlé des régions. On peut aussi imaginer que des collectivités locales de rang supérieur puissent apporter leur garantie sur ces montages. Une autre question, M. Batch a évoqué ce que, voilà, pour vous, les SELI renvoient à une chose essentielle, principale, c'est la valorisation. Donc, on n'a pas besoin d'outils nouveaux pour porter des projets immobiliers classiques, parce qu'on le fait, on sait le faire. On a besoin, ces outils peuvent avoir un intérêt si on est dans une logique de co-développement et donc de recherche de valorisation. Là, je m'adresse à Antoine et aux acteurs universitaires présents dans la salle ou en distanciel. Est-ce que c'est des choses qui sont déjà dans la culture ou dans la tête des acteurs universitaires? Est-ce que vous l'imaginez, entrer dans cette logique de valorisation? Donc on va co-développer des choses pour l'accueil d'activités économiques, pour l'accueil de commerce, pour développer les territoires autour de ces fonctions, en attendre un retour sur investissement, quelque part. Il y a une prise de risque. Voilà, est-ce qu'on est dans cette logique-là déjà? Une question de culture. On a parlé tout à l'heure de la réticence à la dévolution en raison des risques que ça peut représenter compte tenu de l'état de notre patrimoine. Pour être très honnête, la culture universitaire française, en tout cas nous telle qu'on la vit à Paris-Saclay, est assez réticente à considérer d'une part qu'elle doit se saisir de cette autonomie pour autofinancer un certain nombre d'activités. Donc les collègues, dans leur majorité, considèrent qu'on est un service public et attendent que l'ensemble de nos financements, y compris le patrimoine et sa remise en état, doivent venir de l'État. Quand on envisage valorisation, moi j'ai souvent tendance à plutôt parler de valorisation au second degré. C'est-à-dire que les modèles économiques sur lesquels on essaye de s'appuyer aujourd'hui, quand on veut que ça puisse avoir un intérêt pour l'université, on a fait un certain nombre d'AMI, souvent ça ne fonctionne pas, en dehors du logement étudiant qui a son propre modèle économique. C'est-à-dire que si on veut pouvoir retirer des fruits de la mise à disposition de notre patrimoine, quand on a un patrimoine qu'on ne peut pas se permettre de rénover avant mise à disposition, il ne faut pas s'attendre à des redevances d'exploitation avant 20, 30, 40 ans. On a même eu une AMI sur un bâtiment de 13 000 m² il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans. On avait fait, une demande qui était assez avec un panachage entre du logement étudiant social sous différents statuts, un peu de dev éco, des salles de coworking. Et donc on avait eu des groupements qui avaient répondu, 4 ou 5 groupements, des groupements très sérieux, avec Bouygues notamment, qui avaient dit ok, on veut bien le faire, mais il faut que vous nous donniez 2 millions. Donc il fallait qu'on commence par payer pour pouvoir confier notre bâtiment. Donc moi, je préfère du coup parler, puisque quand on est dans des sites contraints comme ça, de fonctionnement
en valorisation au second degré, c'est-à-dire que quand on a des charges qui sont des charges incompressibles sur le fonctionnement d'un campus, eh bien, plus on a de participants, plus on a de taux d'occupation de nos bâtiments, finalement, plus on répartit la charge d'exploitation, nous c'est quand même les charges d'exploitation sur nos différents campus avec les aspects de surveillance, d'entretien des espaces verts, etc. C'est plusieurs dizaines de millions d'euros. Et bien évidemment, quand on arrive à distribuer de façon plus importante ces charges-là, moins ça coûte à l'université stricto sensu. Voilà. Donc, on est plutôt dans ces logiques-là. Ou des logiques qui viseraient à accroître les aménités de nos campus. On réfléchit beaucoup sur le développement de commerce de proximité en pied d'immeuble, quand, et malheureusement c'est pas le cas aujourd'hui, les PLU nous le permettent, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup dans les PLU, les domaines universitaires ont donc des usages extrêmement restrictifs, et qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de commerce sur un campus universitaire, enfin en tout cas dans les campus qui nous concernent, hein, quand on est des campus fermés. Voilà. Donc, là, on peut réfléchir parce que là, on est dans de l'accessoire, on va dire, à nos missions de service public et qu'on est dans l'expression de besoins et ça peut passer auprès de notre communauté. Voilà. Mais c'est vrai que c'est pas facile culturellement. Avant de proposer à François Ariot de faire une synthèse de nos échanges et à Jean-Philippe Allardy de conclure nos entretiens, une question aux trois intervenants, et puis s'il y a d'autres questions encore de la salle ou en distanciel, hein, qui n'hésitent pas à lever la main. Dans le titre de la session, on indiquait donc CSPLU, un outil de capacitation des universités autonomes à contretemps. Donc une loi qui alors date de 2022, mais qui est peut-être le prolongement de réflexions, de démarches ou d'évolutions antérieures, hein, sur l'autonomie des universités, sur la réflexion sur l'évolution du patrimoine, sur l'évolution des campus, l'évolution aussi des enjeux de l'université dans le développement économique, dans le développement des territoires. Et aujourd'hui, finalement, on n'est pas allé au bout de l'exercice en termes d'évolution. On se retrouve dans un contexte économique beaucoup plus contraint. On se retrouve avec des organisations universitaires qui ne sont pas stabilisées. Vous évoquiez effectivement la situation de Paris-Saclay, hein, toujours dans un statut de transition avant de devenir grand établissement. Donc finalement, ces outils dont on a dit dans les différentes interventions qui pouvaient avoir beaucoup d'intérêt, est-ce que finalement ils sont au bon tempo, ou est-ce qu'on parle de quelque chose qui est peut-être déjà derrière nous, ou au contraire, on parle de quelque chose qui va arriver, mais dans un temps encore un peu lointain. Monsieur Cornier, d'abord. Moi, je vais bien commencer, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est dans le bon moment. En fait, par rapport au contexte, encore une fois, financier et budgétaire, si aujourd'hui on veut envisager des projets et des projets de développement économique, c'est le bon outil en tout cas. Hein, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec les EPL, dans des filières, avec des filiales. Vous avez parlé de commerce, etc. Tout ça, ce sont des sujets qui peuvent être portés par ces outils. Et encore une fois, quand je vois, il n'y a pas plus tard, l'autre jour, j'ai regardé l'article sur la Sûre d'Avignon, avec 4500 mètres carrés. Bon, on arrive aujourd'hui à travailler sur quand même des mètres carrés quand même assez réduits avec une société. Donc je pense que c'est le bon moment et on peut y arriver. Oui, je ne peux pas dire mieux, mais effectivement, compte tenu des enjeux à la fois financiers, économiques, et de la durée de développement et de mise en œuvre de ces projets, il faut effectivement se poser la question tout de suite. C'est-à-dire que sinon, on va perdre du temps et on va avoir effectivement des projets qui auront du mal à démarrer, où on s'engage pour, encore une fois, 10 ans, 15 ans sur des projets d'aménagement, en n'ayant pas eu la possibilité de mettre peut-être tous les acteurs et les compétences autour de la table. L'avantage des modèles de l'expérience de l'aménagement public et portés par les SEM, les SPL et aussi des SEM immobilières, c'est qu'elles ont déjà cette diversité de compétences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une SEM de logement, elle ne fait pas que du logement, elle fait aussi un peu d'aménagement, elle porte effectivement du commerce, elle peut proposer des solutions de mobilité. Enfin, voilà. Donc on est déjà sur des projets
associé à des réflexions territoriales plus larges que simplement une opération de construction d'un bâtiment, quoi. Et c'est ça qui nous semble intéressant, c'est de pouvoir mettre ces compétences-là au service de projets qui sont eux-mêmes complexes et diversifiés, avec des enjeux économiques et notamment des recherches d'équilibre qui sont ceux de services publics. C'est-à-dire qu'on sait bien que les EPL, elles ont l'habitude aussi de dégager une marge qui n'est pas celle des promoteurs immobiliers qu'on connaît. Et donc là aussi, il y a, je pense qu'en termes de valeur et de capacité à faire, il y a quand même une culture qui est commune. Voilà. Merci. Antoine, cette question, est-ce que c'est le moment ? Quelques mots pour terminer sur une petite connotation positive, ce que je n'ai pas évoqué du tout, mais ce qui se ressent bien à travers les différentes prises de parole, c'est que même si ce type de montage a un coût d'entrée qui est important, je ne parle pas qu'un coût financier, on voit que monter les structures juridiques, ça prend plusieurs années, Laurent Bach l'a rappelé tout à l'heure, ça s'inscrit dans le temps long, notamment avec la démocratie universitaire, la démocratie locale. Voilà, il faut faire valider tout ça. Quand on est sous tutelle, en plus, ça rajoute des contraintes supplémentaires. Donc, je pense qu'il y a un coût d'entrée qui est certain, mais que derrière, si on franchit le pas, la complémentarité de l'expertise des différents associés, indépendamment même de l'investissement financier direct, est très probablement un accélérateur de projets. Particulièrement dans le cas où on est dans une logique où on a la création d'une holding qui peut porter, donc parce que là l'initiative nécessite un investissement qui est certain, du temps, et qui peut ensuite porter une variété de projets, et qu'on ne s'inscrit pas uniquement sur un montage pour un projet donc unique, où là évidemment ça peut paraître un peu disproportionné, mais sur une réflexion plus d'ampleur, en prenant un peu de hauteur de vue et en s'inscrivant dans le temps pour porter une multitude de projets à venir sans forcément qu'ils soient prédéfinis à l'avance. Non, je ne vais pas prétendre faire une synthèse parce que je crois que beaucoup trop de choses ont été dites et notamment au niveau des dernières interventions. Moi, ce que j'ai retenu d'abord, c'est qu'on peut construire des projets de valorisation sans créer ces sociétés communes. Ça se fait, ça peut se faire et ça peut continuer à se faire sans vouloir absolument mettre les collectivités dans ces projets. C'est en particulier le cas du logement étudiant, mais pas forcément qu'étudiant. Moi, j'ai souvenir de certains grands campus anglo-saxons. J'en ai un en tête à Vancouver où il y a de véritables quartiers avec des familles, mais ce qui suppose aussi après d'avoir des services publics qui vont avec et par exemple pour la petite enfance. Mais on a ouvert quand même ce matin des pistes nouvelles avec quelques valeurs ajoutées qui ont été citées notamment par Benjamin Galep comme un outil avec une gouvernance partagée, avoir un ou des projets communs sans forcément qu'ils soient prédéfinis à l'avance comme vient de le dire Antoine Latreille. Qu'on peut aussi avoir l'avantage de mutualiser des compétences, des savoir-faire, en particulier en urbanisme, en construction, en rénovation, des savoir-faire qui sont justement dans les sociétés, les entreprises publiques locales qui peuvent être finalement le bras armé des collectivités locales et peut-être directement les actionnaires de cette société. Enfin, on a la possibilité de créer de la dette sous le contrôle de ces actionnaires et que les collectivités qui auront pas forcément l'argent suffisant pour continuer à apporter des subventions puissent au moins garantir ces emprunts. Donc finalement, on a un certain nombre d'avantages qu'on a fait ressortir de ces sociétés. Et puis, ça vient d'être dit aussi, on a la possibilité de... Alors je m'y perds là. Oui, d'accélérer un certain nombre de projets. Il y a des idées qui ont été apportées. Antoine Latreille, Alexis Midol-Monet, Alain Weber ont cité plusieurs cas de figure envisageables sur des équipements sportifs avec leur modèle économique public ou public-privé, puisqu'on peut avoir aussi mutualisation des usages. Justement, il y a l'hybridation et l'optimisation du temps d'exploitation de certains locaux. Antoine Latreille a rajouté la logique d'accroître les aménités des campus, ce qui suppose aussi de faire évoluer les PLU. Donc ça, c'est à la main des collectivités pour pouvoir faire des commerces en pied d'immeuble. Bref, on a quand même un certain nombre de pistes, mais il faut pour ça
vouloir identifier des projets communs, sortir des habitudes et des réflexes qu'on a les uns et les autres, et puis résoudre aussi les priorités qu'ont les uns et les autres. Alors moi je voulais vous dire qu'on aurait l'occasion de prolonger d'une certaine façon les débats de ce matin à l'occasion du congrès annuel de la VUF qui se déroulera les 8 et 9 octobre à Dijon. On est accueilli par la métropole de Dijon et qui sera sur le thème « Quelle nouvelle collaboration entre les collectivités et les établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour construire la ville de demain ». Voilà, 3 jours là-dessus. Donc on reprendra une partie des travaux. Et puis je laisse Jean-Philippe Allardy conclure nos travaux d'aujourd'hui. Merci François, je dirais merci au François au pluriel, nos fidèles chevilles ouvrières de ces entretiens de Sceaux. Merci également à nos intervenants Richard Curnier, Benjamin Galep et Antoine Latreille. Pour rebondir justement sur les prochains entretiens, Antoine Latreille parlait du temps long que nous connaissons bien, nous, collectivités locales. C'est pas mes collègues élus qui vont dire le contraire. Et bien sûr, ça va s'enchaîner sur les futurs entretiens qui auront lieu le 21 novembre, qui sera sur la concordance des temps. Et aujourd'hui, on a parlé aussi de l'évolution des pratiques qui nous oblige avec une mutation de la société et des contraintes financières et climatiques que nous connaissons aujourd'hui. Et va se poser la question du temps étudiant, du temps universitaire, temps de la ville aussi également. Et pour ce faire, nous aurons le plaisir d'accueillir Marina Lafay, adjointe au maire de Strasbourg en charge des politiques temporelles, Sybille Lajus, vice-présidence culture, sport et vie étudiante de l'université de Poitiers, de Dalila Messaouidi, vice-présidente de la vie étudiante de l'université Paris-Saclay, et de Dominique Royou, professeur de géographie à l'université de Poitiers, en charge de la mission temps de l'université. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont suivis également en visio. Et je vous dis à très bientôt, au mois de novembre. Bonne journée à tous.